Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire sur la réponse au marché public. Je suis Eva Secarelli, de la métropole du Grand Paris. Je suis chargée de mission achats circulaires et solidaires. Depuis 2018, la métropole travaille sur les achats responsables, notamment, en accompagnant, les acheteurs publics, de ces communes et de ces territoires à une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable dans les marchés publics. Cette année, on a décidé de déployer un second volet qui va être, l'accompagnement des acteurs, à la réponse au marché public, donc vous, les acteurs économiques de l'économie circulaire et solidaire. C'est le premier webinaire, d'un cycle de 4 sessions qui vont être déployées, sur le reste de l'année. Le webinaire est enregistré en direct, depuis l'incubateur, ESS2 à Épinay-sur-Seine, qu'on remercie chaleureusement de nous accueillir, bien entendu. Juste avant qu'on commence, je vous informe, que, vos micros et vos caméras sont volontairement, coupés pour pas avoir, d'interférences pendant l'enregistrement. Donc je vous invite à poser vos questions dans le chat auxquelles je vais tâcher de répondre. Hem et puis, on va accueillir, Dominique Salgado de l'Agence des économies solidaires qui va animer, cette série de webinaires. Merci beaucoup, à vous tous pour votre participation et bon webinaire. La parole est à Dominique. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer, ce premier webinaire sur 4 webinaires qui seront organisés donc, sur, la commande publique. Donc ce premier webinaire portera sur évidemment les marchés publics et principalement donc et uniquement d'ailleurs, sur les principes fondamentaux de la commande publique et les opportunités de développement économique que cela peut occasionner. Donc, nous verrons dans un premier temps le contexte et le cadre juridique de la commande publique, puis les étapes du processus achat, c'est-à-dire se mettre un petit peu à la place d'un acheteur. Comment est-ce qu'il définit le besoin, comment sont, effectuées les règles de publicité et dans un troisième temps, marché public et évolution vers une fonction achat renouvelée. Nous aborderons principalement, les nouvelles réglementations en matière d'environnement, en matière sociale, qui ont un impact sur la commande publique. Donc, l'objectif de ce premier webinaire, c'est de comprendre la notion de marché public et le métier d'acheteur public et de comprendre également les évolutions de la fonction achat et comment celles-ci peuvent vous être bénéfiques. Donc sur cette première partie, commande publique, contexte et cadre juridique, nous allons d'abord dans un premier temps, voir quelques définitions, pour vous permettre de comprendre, un petit peu l'ensemble de la notion de marché public. Donc qu'est-ce qu'un marché public? Un marché public est un contrat qui est conclu à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs, soumis au code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services et en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Qui est soumis aux règles des marchés publics? L'État, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés sont soumis aux règles de passation des marchés publics. Cependant, d'autres organismes de droit privé tels que les bailleurs sociaux, les OPLH, qui ont été créés pour satisfaire des besoins d'intérêt général sont aussi concernés par les mêmes règles. Nous pouvons citer également les sociétés d'économie mixte. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas un marché public? Une subvention, une concession, de la recherche ou du développement. Donc, nous avons différentes catégories d'achats et ces catégories d'achats, il est important de les connaître parce qu'elles vont conditionner les règles de publicité et de passation des marchés publics que nous verrons plus tard. Donc, nous avons dans la catégorie d'achat les marchés publics de travaux qui ont pour objet l'exécution, la conception et l'exécution de travaux ou de réalisation, même de conception et de réalisation d'un ouvrage. Puis les marchés publics de fourniture qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits et de fournitures. Puis les marchés publics de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Donc, comme je voulais bien expliquer, distinguer ces catégories d'achat est essentiel car les règles diffèrent selon le besoin en question. La catégorie du besoin et le montant du besoin déterminent la procédure qui sera mise en œuvre par l'organisme public.
quelques notions et quelques de droit et un petit cadre réglementaire. Donc, les règles de la commande publique et des marchés publics sont issues de la directive du 31 mars 2014, directive européenne sur la passation des marchés publics et surtout qui fixe les grands principes auxquels sont soumis tous les marchés publics que nous aborderons dans un second temps. La réglementation nationale, eh bien, le Code de la commande publique, qui est entré en vigueur au 1er avril 2019, regroupe toutes les dispositions régissant les contrats de la commande publique suivant une distinction entre les marchés publics et les concessions. Pour notre part, nous n'aborderons que les marchés publics. Donc, le Code de la commande publique est issu de l'ordonnance du 26 novembre 2018 et du décret d'application du 3 décembre 2018. Donc, ce Code de la commande publique est avant tout une boîte à outils pour les acteurs de la commande publique. Puis, ce code de la commande publique a été renforcé par de nouvelles normes qui ont permis soit un accès ou faciliter l'accès aux PME, aux TPE. Donc, nous avons le décret du 12 décembre 2019 qui modifie donc certaines dispositions du code de la commande publique, qui relève les seuils et qui facilite en fait les avances que l'on peut accorder à une entreprise et en particulier aux PME et aux TPE. Donc, nous avons relevé le seuil jusqu'à 40 000 euros, c'est-à-dire que jusqu'à 40 000 euros, il n'y aura pas de procédure formalisée ou même c'est une procédure simple puisque c'est la base de 3 devis. Donc, un petit peu du contrat de gré à gré. Par ailleurs, ce décret augmente de manière significative le taux minimal des avances obligatoires que l'on doit verser aux PME. Puis, nous avons également la loi du 7 décembre 2020, qui vient, la loi ASAP, qui avait pour objet l'accélération et la simplification de l'action publique et qui a des répercussions sur le code de la commande publique, puisqu'il permet de réserver un marché aux entreprises de l'insertion ou du handicap. Et pour finir, nous avons le décret du 30 mars 2021, donc qui fixe à 10% le montant prévisionnel du marché, la part minimum que le titulaire d'un marché global s'engage à confier directement ou indirectement à une PME ou un artisan. Nous allons aborder maintenant les grands principes fondamentaux de la commande publique qui régissent absolument toute la procédure d'attribution d'un marché public. Donc, nous avons pour premier principe fondamental la liberté d'accès à la commande publique. Cela signifie que tout opérateur économique doit pouvoir concourir librement à l'attribution d'un marché public. C'est-à-dire aussi que les besoins ont été définis correctement par l'acheteur public, qu'il a adapté une publicité de mise en concurrence pour permettre à chacun de pouvoir accéder donc à l'attribution de ce marché public. Le deuxième principe fondamental est l'égalité de traitement des candidats. Donc, cette égalité de traitement des candidats doit être respectée à tous les stades de la procédure, c'est-à-dire que l'on doit donner les mêmes informations à chaque candidat, c'est-à-dire qu'on doit donner les mêmes délais équivalents à chaque candidat, placer chaque candidat dans les conditions identiques et respecter la confidentialité des informations de chaque candidat. Donc, c'est aussi pour cela que lors de la procédure de marché public, vous ne pouvez pas interagir ou discuter librement et directement avec l'acheteur public. Cela signifie que toutes les questions lors de la procédure sont passées par la plateforme sur laquelle est publié le marché et une réponse sera apportée à l'ensemble des candidats et la question sera divulguée à l'ensemble des candidats. Ce qui permet de garantir que tous les candidats ont bien eu les mêmes informations. Ce principe est fondamental, ce qui explique un peu la lourdeur aussi que l'on peut observer parfois dans la procédure de passation et la difficulté à interagir. C'est tout simplement interdit. Le troisième grand principe est la transparence des procédures, c'est-à-dire qu'il y a eu une définition du besoin au préalable des règles du jeu, selon lesquelles les candidats doivent auxquels les candidats, doivent appliquer pour pouvoir concourir au marché public. Donc, c'est les conditions que l'on retrouve
dans le règlement de la consultation, par exemple. L'information justifiée des candidats sur les choix opérés par la personne publique. Cette information est communicable, comme nous le verrons dans un second temps, aux candidats qui en font la demande. Donc, c'est l'étape de l'analyse des offres. Quelques chiffres clés de la commande publique. Donc, en 2022, la commande publique représente 235 600 marchés. C'est 160 milliards d'euros. C'est 60,8% de PME en nombre. Donc, comme vous pouvez le voir, les PME sont largement majoritaires dans l'attribution des contrats de la commande publique. En catégorie d'achat, 25% des achats concernent la fourniture, 35% les travaux et 40% la catégorie des marchés de prestation de services. Nous allons à présent aborder les différentes étapes du processus d'achat et nous mettre un peu dans la peau de l'acheteur pour comprendre ces différents procédés et processus. Donc, les principaux acteurs de l'acte d'achat, ce sont le pouvoir adjudicateur qui commande, qui achète. Donc, sur le pouvoir adjudicateur, ce que l'on peut dire, c'est que vous avez deux figures principales qui sont ce qu'on appelle, et on verra la définition plus tard, le service prescripteur et le service de la commande publique qui accompagne et qui rédige les contrats et met en œuvre la procédure. Puis, vous avez l'opérateur économique, donc qui va lui répondre au marché public et faire une offre, une proposition, et qui va exécuter, livrer la commande. Donc, le marché public, pour rappel, est un contrat administratif qui concerne donc des travaux, fournitures ou services. Quelques définitions et sur les principaux acteurs de l'achat public. Donc, j'ai évoqué le prescripteur. Le prescripteur concerne en fait, il s'agit de tout agent à l'initiative d'un acte d'achat. C'est lui qui définit le besoin, le retranscrit techniquement et fonctionnellement et participe à son évaluation et collabore tout au long du processus achat. Puis, dans un second temps, nous avons l'acheteur public, donc qui est directement au sein de la commande publique et qui est chargé de la rédaction des pièces administratives du marché et du suivi de la mise en concurrence dans le respect de la réglementation des achats publics et des principes de la commande publique. Il apporte conseil et expertise aux services prescripteurs dans une logique d'optimisation des coûts et de services rendus à l'usager en préconisant les solutions les plus performantes. Puis, nous avons la commission d'appel d'offres qui est présente dans toutes les collectivités territoriales, mais également dans les services de l'État et dans les établissements publics sous la forme d'une commission de marché. Même si elle n'est pas obligatoire, la plupart des établissements publics et des services administratifs de l'État ont conservé tout de même une commission de marché. Donc, cette commission d'appel d'offres dans le cadre d'une collectivité est un organe collégial qui intervient à titre principal dans le choix des offres et l'attribution des marchés proposés par le service prescripteur. Une commission d'appel d'offres en collectivité est composée d'élus. Une commission de marché dans l'administration est composée des dirigeants et des organes de décision. Nous allons aborder maintenant les différentes étapes d'une procédure classique. Donc, dans un premier temps, nous avons la définition des besoins qui est faite par les services prescripteurs, qui, eux, achètent donc un besoin des fournitures ou du service. C'est le premier stade de la préparation du marché. Une fois ce besoin défini et évalué, il est transmis donc au service de la commande publique qui va participer à la rédaction du DCE, dossier de consultation des entreprises. Donc, ensemble, ils vont initier la préparation du marché et sa rédaction. Dans un deuxième temps, le service marché public va procéder à la publication du marché sur les plateformes adéquates. En fonction du montant du marché, la publicité sera adaptée. À la fin de la publication du marché, le service de la commande publique va accuser réception et ouverture des offres. Donc, il va vérifier, dans un premier temps, il va analyser
les candidatures, vérifier que toutes les pièces administratives ont bien été jointes, regarder la capacité des candidats, les chiffres d'affaires, les références. Puis, les mémoires et les offres des entreprises seront transmises au service prescripteur qui va procéder à l'analyse des offres des entreprises et qui va les noter en fonction des besoins qui ont été définis, ainsi que des critères d'attribution qui ont été définis dans le règlement de la consultation et lors de la publication du marché. Éventuellement, le marché, s'il s'agit d'un MAPA ou d'une procédure avec négociation, pourra comporter des rounds de négociation qui seront prédéfinis en amont dans les règlements de la consultation. Donc, vous pourrez savoir en amont si la négociation est envisagée ou pas dans l'attribution du marché. Excuse-moi Dominique, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un MAPA, s'il te plaît? Oui, donc nous verrons dans un prochain webinaire, mais nous allons l'aborder ici. Donc un MAPA est un marché à procédure adaptée, c'est-à-dire qu'il est en dessous des seuils des procédures formalisées, qui sont des procédures donc en fonction de la catégorie d'achat qui vont imposer des conditions de recours, de publicité plus restrictives que le MAPA. Donc, en matière de services et de fournitures, donc les MAPA sont attribués avec souvent de la négociation. Donc, une fois l'analyse des offres effectuées et la négociation éventuelle ayant eu lieu, le service prescripteur va proposer les entreprises qui pourraient être retenues pour le marché public en fonction des critères d'attribution. En fonction des critères d'attribution, les entreprises sont notées et l'entreprise qui sortira première de cette analyse des offres en sera proposée pour remporter le marché public. Donc là, si on est en MAPA ou en appel d'offres, les conditions d'attribution ne seront pas les mêmes. Si on est en marché en procédure adaptée, la nécessité de passer devant une commission d'appel d'offres n'est pas obligatoire. En appel d'offres, ouvert ou fermé, l'attribution du marché se fera donc en commission des appels d'offres. Une fois le choix du prestataire défini, on procédera à l'information des candidats non retenus. Tous les candidats qui n'ont pas été retenus dans la mise en concurrence se verront donc recevoir une lettre les informant qu'ils ne sont pas retenus, les informant également de la note qu'ils ont obtenue à l'issue de l'analyse des offres, note technique et note sur le prix, et leur éligibilité, leur position sur cette grille d'analyse des offres. À l'issue du délai de standstill, comme on le dénomme, donc le délai entre l'information au candidat non retenu et l'attribution du marché, c'est un délai en procédure formalisée qui est de 11 jours et qui permet aux candidats qui n'ont pas été retenus d'éventuellement choisir la voie contentieuse avec un référé précontentieux pour contester l'attribution du marché public. À l'issue de ces 11 jours, après l'information candidat non retenu, on peut enfin procéder à la notification et à la signature du marché avec le titulaire. Une fois la notification donc, et la signature du marché effectuées, on peut arriver au stade de l'exécution, c'est-à-dire de la livraison de la commande. Pour reprendre un petit peu les différentes étapes d'une procédure classique, donc concernant la publication du marché, l'acheteur public est soumis à une obligation de publicité, donc d'information des candidats pour respecter les grands principes de la commande publique et afin de s'assurer des principes de respect de liberté d'accès à la commande publique. Les principaux supports de publication sont le BOMP, le bulletin officiel des annonces des marchés publics, le JOU, qui est le journal officiel de l'Union européenne, selon le type de procédure.
Donc, nous évoquerons le type de procédure dans un prochain webinaire. Donc, le type de procédure, comme juste pour vous le définir brièvement, le type de procédure s'applique en fonction du montant du marché et de la catégorie d'achat. Puis, après une publicité sur ces supports officiels, le profil acheteur ou les portails acheteurs permettront à l'acheteur de publier le dossier de consultation des entreprises qui contient toutes les pièces juridiques et techniques nécessaires pour que les opérateurs économiques puissent répondre à ce marché et faire une offre. Donc, après la publication du marché, donc à la réception des offres, donc j'évoquais avec vous tout à l'heure l'analyse des candidatures. L'acheteur doit analyser la recevabilité des candidatures. Il procède à l'analyse des capacités techniques, professionnelles et financières au regard des documents demandés. La liste des documents administratifs est fixée par un arrêté, donc elle n'est pas à la libre décision de l'acheteur public. L'acheteur public va également vérifier que le candidat n'entre pas dans un motif d'exclusion défini dans le code de la commande publique, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de condamnation, qu'il respecte bien toutes les lois administratives, que ce soit en matière d'URSSAF, de déclaration de travailleurs et autres. Donc, la réception dans les délais prescrits, c'est l'égalité de traitement et la fraude potentielle de l'acheteur. Dans un troisième temps, donc, il va procéder à l'analyse des offres. Les services proscripteurs qui ont défini le besoin vont donc définir librement, en fonction des critères définis en amont, de l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, cette analyse réalisée sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, comme je vous l'ai dit, précis, liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution et ayant fait l'objet d'une pondération. Ces critères se retrouvent dans le règlement de la consultation et dans l'avis de publicité. Depuis le décret du 2 mai 2022, l'acheteur ne peut plus juger les offres sur le seul critère de prix. Les critères d'analyse des offres sont clairement énoncés, comme je vous disais, dans le règlement de la consultation. Donc, le cycle de vie dans un marché, pour résumer, c'est tout d'abord la préparation du marché, les règles de passation, la publicité, puis la notification, la signature et enfin l'exécution du marché. Nous abordons maintenant la troisième partie, les marchés publics au service de la transition écologique et sociale. On peut constater aujourd'hui une fonction achat qui est en évolution. Historiquement, les directions de la commande publique ont joué un rôle important et portant principalement sur des enjeux de sécurisation juridique, d'accompagnement administratif des prescripteurs lors de la procédure de passation et de maîtrise des dépenses publiques. Ce rôle évolue pour faire des acheteurs de réels chefs de projet afin de faire de la commande publique un levier de mise en œuvre de politiques publiques en faveur de la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, on parle d'une commande publique responsable. Donc, que signifie une commande publique responsable? Un achat public durable, donc, est un achat public qui intègre des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social et favorisant le développement économique. Un achat public durable est un achat qui prend en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat. Un achat public durable est un achat permettant de réaliser des économies intelligentes au plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes d'énergie et de ressources. Un achat public durable est un achat qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. Cette définition nous est donnée par le plan national de l'achat durable. Donc, on assiste aujourd'hui à de nombreuses évolutions réglementaires incitant ou contraignant les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices à intégrer le développement durable dans leur politique d'achat, tant sur le plan
stratégique que opérationnel. Aujourd'hui, nous avons un véritable contexte qui est propice à l'évolution des pratiques en matière d'achat. Le contexte national est favorable au développement des achats responsables. Les entreprises et l'ESS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, peuvent se positionner davantage sur des opportunités économiques. Les différentes législations qui ont permis une évolution de l'achat que nous connaissons aujourd'hui, donc un achat devenu responsable, ce sont des législations qui sont venues donc apporter ou de la souplesse ou apporter de nouveaux outils aux acheteurs publics afin de faciliter en effet l'économie sociale et solidaire, faciliter son accès à la commande publique. Donc, nous avons tout d'abord le plan national des achats durables, défini donc par le gouvernement sur la période de 2021-2022, qui exige que 100% des contrats, donc des marchés publics, comprennent une considération environnementale et 30% des contrats doivent comprendre une considération sociale. Puis, nous avons eu la loi Egalim, qui est venue imposer à la restauration collective publique de proposer au moins 50% de produits durables et de qualité et au moins 20% de produits bio. Nous avons également la feuille de route de la Commission européenne pour l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui donc développe un axe fort sur cet aspect solidaire et achat solidaire de la commande publique. La loi GEC également est venue préciser que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ont l'obligation d'acquérir de 20 à 40% de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées. Puis la loi climat et résilience est venue renforcer l'obligation de responsabilité sociale et environnementale dans les marchés publics. Une obligation, un renforcement également en faisant la promotion des schémas de promotion des achats responsables des collectivités. Enfin, la loi Industrie verte accélère la prise en compte des critères environnementaux dans la commande publique et les dispositions de soutien au public. Aujourd'hui, quelle est la part des clauses sociales et environnementales? Eh bien, il faut savoir que la part des clauses sociales et environnementales en nombre défini en 2022, donc cela représente 22,3% des marchés qui comportent des clauses sociales et 29,2% des marchés qui comportent des clauses environnementales. Nous allons voir maintenant à quel stade se fait l'intégration du développement durable dans la procédure de marché. Donc, pour reprendre un petit peu les étapes que nous avons vues tout à l'heure, la définition des clauses sociales, la définition ou la possibilité d'un recours aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ou de faire des marchés réservés se fait dès la définition du besoin. C'est en définissant le besoin, en faisant aussi du sourcing, que l'acheteur et les services prescripteurs pourront en effet connaître une réalité, je veux dire, de l'offre économique pour savoir et pour définir par rapport aux besoins quelles clauses d'insertion sociale, de développement durable, les critères également pourront être définis pour mettre en application toutes ces nouvelles lois et définir un véritable achat durable. L'intégration également du développement durable se fait lors de l'établissement du DCE et dans la rédaction, en effet, des pièces contractuelles, avec des clauses, donc dans la rédaction des clauses qui auront un aspect très technique et opérationnel et qui seront également reprises dans le contrat et dans les stipulations juridiques sur
comment mettre en pratique et en exécution les clauses définies. Cela peut être également des critères d'attribution du marché public qui seront définis par rapport à des considérations sociales ou des considérations environnementales avec une pondération des critères qui peut être plus ou moins importante sur ces deux axes et qui va orienter largement le marché et l'achat pour qu'il soit durable et social. Donc, nous avons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la publication du marché, puis la réception et l'ouverture des offres. Lors de l'analyse de la candidature, les services achats vont aussi regarder, en effet, toutes les pièces dévolues par l'entreprise, regarder quelle est la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise dans son quotidien, qu'est-ce qu'elle met en place au sein de ses services pour promouvoir une politique sociale et environnementale? Fait-elle du tri? Intègre-t-elle des travailleurs de longue durée? Fait-elle du recrutement auprès des handicapés ou des publics en difficulté? Ça sera un premier stade de l'analyse donc de l'offre de l'entreprise. Puis, dans l'analyse des offres, en fonction des critères définis dans le règlement de la consultation pour l'attribution du marché, si vous avez en effet, si l'acheteur a défini des critères sociaux ou d'environnement durable, ils seront évidemment analysés lors des offres par rapport à l'offre des entreprises. Puis, nous arrivons après la négociation, le choix, l'attribution, l'information et la notification, nous arrivions donc à l'exécution du marché. Donc, l'exécution du marché en fonction des considérations environnementales et sociales qui ont été définies, celles-ci vont donc s'exécuter. L'entreprise, soit ce qui a été défini par l'acheteur public, c'est-à-dire des clauses d'insertion sociale, avec la définition d'un nombre d'heures qui doit être accompli ou dédié à un public en difficulté, à un recrutement, un CDD ou CDI. Ça peut être aussi un marché qui a été directement réservé à une entreprise de l'ESS et donc lors de l'exécution, l'acheteur public va aussi un petit peu regarder si c'est de l'inclusion sociale, comment l'entreprise donc recourt et accompagne les publics en difficulté dans le cadre de l'exécution du marché. Voilà. Donc, pour faire une petite synthèse, comme nous l'avons vu, l'intégration du développement durable dans la procédure de marché se fait au niveau de la définition des besoins, avec des spécifications techniques intégrant des considérations environnementales et sociales. Lors de la rédaction donc, du dossier de consultation, c'est-à-dire le dossier de consultation, je vous le rappelle, est le dossier qui comporte toutes les pièces techniques et juridiques et financières nécessaires à la rédaction, à l'exécution du marché, pardon. Donc, lors de l'établissement et de la rédaction des pièces, il y a donc l'intégration d'une clause sociale. On décide au contraire de réserver l'ensemble du marché aux entreprises de l'économie sociale ou solidaire, ou enfin la définition de critères d'attribution portant sur des caractéristiques sociales ou environnementales. Synthèse donc sur un petit résumé sur le procédé lors de l'analyse des candidatures. Donc, l'acheteur va vérifier la liste des documents administratifs et certificats, la présence dans le dossier de remise de l'offre de l'entreprise. Donc, comme je vous disais, l'acheteur public va analyser la gestion environnementale, la qualité de l'offre de l'entreprise et surtout, on va regarder s'il n'y a pas de motif d'exclusion. Tout candidat donc, doit respecter ses obligations fiscales et sociales. Et parmi les motifs d'exclusion, donc, vous avez l'emploi de travailleurs handicapés, l'égalité salariale, l'égalité homme-femme. Lors de l'étape de l'analyse des offres, donc, l'acheteur public va faire application des critères d'attribution qui ne peuvent plus désormais s'appuyer uniquement sur le prix, mais également sur la valeur technique, sachant que l'offre économiquement la plus avantageuse, si l'on regarde la nouvelle définition, n'est pas l'offre la moins chère, mais bien l'offre qui
d'une manière intelligente, englobe aussi bien la valeur technique que le prix. Et donc aujourd'hui, par exemple, on parle d'obsolescence, on parle de réparabilité. Donc on parle plus de coût que de prix aujourd'hui en marché public, le coût prenant en compte le cycle de vie du produit. Et puis nous arrivons enfin au suivi de l'exécution des clauses sociales et environnementales. Donc nous en avons fini aujourd'hui pour ce premier webinaire. Merci beaucoup, Dominique. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Pardon, j'ai mon micro qui doit être coupé. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup, Dominique. J'ai pu répondre aux questions dans le chat. Il y avait des questions notamment sur le choix des critères d'attribution. Donc, effectivement, le critère de proximité n'est pas légal en matière de commande publique, puisqu'il faut respecter le grand principe d'égalité de traitement des candidats. Donc, il est impossible d'avoir un critère de sélection qui porte sur la localité et le fait de choisir des fournisseurs locaux. Mais ce seront des aspects qui seront abordés, je pense, dans les prochains webinaires, quand on entrera un peu plus en détail dans les pièces de marché. Je remercie tout le monde pour votre participation. Effectivement, le support de ce webinaire et les liens de rediffusion vous seront envoyés. A priori, si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est que vous avez bien répondu au questionnaire qui a été diffusé dans notre réseau d'entrepreneurs. Donc, vous recevrez également les invitations au prochain webinaire et les liens de rediffusion si jamais vous ne pourriez pas être présent. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.